Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h30 de la belle radio et télévision, un 20h30 consacré presque entièrement au sommet Union africaine-Union européenne qui s'est ouvert à Abidjan il y a moins de 48 heures et qui s'est achevé aujourd'hui. Nous allons faire le point dans ce rendez-vous de l'information. C'est donc, disions-nous, la fin aujourd'hui du sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan, un sommet qui a vu les puissants de l'Europe et du continent africain se réunir. Plusieurs résolutions ont été prises. Nous allons explorer plusieurs de ces propositions dans ce rendez-vous de l'information. Bonsoir et bienvenue. Merci encore si vous nous rejoignez pour ce journal. Le sommet Union africaine-Union européenne, le 5e du genre, donc, s'est achevé aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a été bien heureux d'accueillir tous ces dirigeants qui ont pris d'importantes résolutions. Mais d'abord, un retour sur la cérémonie d'ouverture. Plusieurs chefs d'État africains et européens ont pris part à l'ouverture solennelle des travaux du 5e sommet Union africaine-Union européenne. Intervenant à cette occasion, le président Alassane Ouattara a d'abord exprimé ses chaleureux remerciements à tous les participants. Il a ensuite dit sa joie d'accueillir un événement d'une telle envergure. Le chef de l'État ivoirien a indiqué que ce sommet doit résolument marquer un tournant et une accélération du processus de modernisation du partenariat Afrique-Europe, le point de départ d'un partenariat stratégique assumé. À cet égard, il a indiqué que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et de l'Union européenne doivent prendre des décisions et des engagements forts, non seulement renouvelés, mais rehaussés et innovants en faveur de la jeunesse. Pour y parvenir, il a invité les uns et les autres à un sursaut en vue de trouver des solutions qui serviront de levier aux changements nécessaires face notamment à 3 défis majeurs que sont la jeunesse de la population africaine, les menaces à la paix et à la stabilité dont l'Afrique et l'Europe sont les cibles et qui requièrent une réponse forte et coordonnée sur le modèle du G5 Sahel qui permettra de lutter plus efficacement contre le terrorisme qui frappe sans discrimination l'Afrique et l'Europe et le changement climatique qui est sans doute l'un des plus porteurs de danger pour les générations futures. Tous ces défis constituent des enjeux majeurs pour le continent africain, mais également pour l'Europe, auxquels il faut impérativement trouver des réponses audacieuses, innovantes et durables, lesquelles solutions requièrent d'importants moyens financiers bien au-delà des seules ressources des pays africains. Aussi a-t-il fait un plaidoyer dans le sens d'un accroissement des investissements européens, publics comme privés, notamment dans les infrastructures de transport, d'énergie et du numérique, qui permettront d'améliorer la compétitivité des économies africaines. Pour terminer, le président Alassane Ouattara a fait une adresse spéciale à la jeunesse africaine qui constitue le cœur des échanges de ce 5e sommet, en indiquant que celle-ci incarne l'avenir de notre continent par son dynamisme, son ingéniosité et son extraordinaire potentiel, ce qui fait qu'elle constitue selon lui un atout inestimable pour l'Afrique dont il faut assurer le plein épanouissement. C'est pourquoi il a invité les jeunes Africains à avoir foi en l'avenir, à ne point se lancer à l'aventure au péril de leur vie. Aux leaders africains, il a demandé de poursuivre et d'intensifier leurs efforts afin d'offrir aux jeunes davantage d'opportunités et d'emplois pour améliorer leurs conditions de vie dans un environnement sécurisé, démocratique et de respect des libertés fondamentales. C'était un récit de Rodney Ovono. Et puis, les chefs d'État africains ont été interpellés par leurs pairs pour créer de meilleures conditions de vie à l'intention de leur jeunesse. Cette jeunesse qui brave les dangers pour se retrouver dans les mers qui mènent en Europe. On a encore eu pendant ces dernières semaines de nombreux cas de noyades ou de migrants jetés dans la mer. Eh bien, les chefs d'État africains vont-ils tenir leurs engagements? On tente d'y répondre dans ce papier de Lise Bivigou. 2 jeunes dames, la première africaine, la seconde européenne, sont intervenues en premier pour lancer un plaidoyer en faveur de la prise en compte de la jeunesse dans les priorités des gouvernements en Afrique. Elles ont insisté sur la nécessité de favoriser l'accès au financement au profit des jeunes, ce qui contribuera à valoriser l'entrepreneuriat car le génie des jeunes Africains est bien reconnu. Elles ont demandé aux chefs d'État en Afrique d'aller au-delà des discours, de poser des actions concrètes en faveur des jeunes et de créer de meilleures conditions de vie aux jeunes, tout en précisant que c'est de cette façon que les jeunes pourront éviter d'emprunter le chemin de l'immigration. De l'avis de tous les intervenants, professeur Alpha Condé, président de la Guinée, président en exercice de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Alassane
Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, Donald Tusk, président du Conseil européen, Jean-Claude Juncker, président de la Commission de l'Union européenne, ou Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, la traite des migrants et la situation d'immigration clandestine qui a pris des proportions inquiétantes ne sont que la résultante du manque d'investissement en faveur de la jeunesse. Outre les questions d'immigration et des politiques en faveur de la jeunesse africaine, les interventions ont porté sur la nécessité de redynamiser le partenariat d'égal à égal entre l'Europe et l'Afrique à travers l'installation de nouvelles plateformes de coopération. C'était le timbre vocal de Joseph Beryl. Nous retrouverons tout à l'heure Lise Bivigou. Et la suite avec, en marge de ce sommet, une rencontre des premières dames consacrée à la santé de la reproduction. Là aussi, la santé de la jeunesse a été au cœur des débats. Georges Wenceslas-Aboké pour davantage de précisions. Cette rencontre a réuni des premières dames, des ministres, des parlementaires, des représentants d'institutions régionales et de la société civile, y compris les associations de jeunes venus d'Afrique et d'Europe. Elle a renforcé les échanges et actions en faveur de l'investissement dans la jeunesse, notamment ceux destinés aux secteurs sociaux comme l'éducation et la santé, l'approche genre, l'employabilité, autant de facteurs essentiels pour développer le potentiel de la jeunesse, faciliter la capture du dividende démographique et favoriser le développement durable en Afrique et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre a été un espace de dialogue complémentaire de haut niveau entre personnalités de l'Union africaine et de l'Union européenne d'une part et les jeunes d'autre part autour de l'engagement renforcé des gouvernements africains et européens, des partenaires au développement et de la société civile. Il s'est agi plus spécifiquement de dresser l'état des lieux sur la mise en œuvre de la feuille de route de l'Union africaine sur le développement démographique et le protocole de Maputo sur la santé sexuelle et reproductive et d'identifier les gaps et cibler les actions à fort potentiel. L'investissement multisectoriel dans la jeunesse a été approfondi, le partage des bonnes pratiques et la mise en œuvre des programmes réussis tels que le Fonds français Muskoka, un programme phare œuvrant à réduire la mortalité et la morbidité maternelle, néonatale et infanto-juvénile et des adolescents dans les 8 pays cibles que sont le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo, et d'autres initiatives comme le partenariat de Ouagadougou, un programme spécial baptisé FP 2020 et le programme She Decides qui visent tous à accroître le soutien financier et politique à l'accès aux droits sexuels et reproductifs des femmes. La Côte d'Ivoire et la France sont parvenus à un accord sur les visas qui permettra aux ressortissants ivoiriens de se rendre avec beaucoup de facilité en France. Un accord, bien sûr, obtenu à l'issue de ce sommet des chefs d'État. Georges Wenceslas-Aboké nous fixe sur la question. Le président français Emmanuel Macron envisage la mise en place d'un nouveau visa de circulation entre la France et la Côte d'Ivoire, d'une durée équivalente à la durée du passeport. Ce nouveau système de visa de circulation permettra de faciliter le déplacement des chefs d'entreprise, des représentants politiques, des enseignants-chercheurs, des élus, des représentants de l'administration, du monde culturel et du monde sportif, selon le président français qui s'exprimait ce jeudi au lancement de la construction de la première ligne du train urbain d'Abidjan. Ce qui permet pour ceux qui nourrissent la relation bilatérale, qui ont une activité qui suppose des échanges réguliers, d'avoir une liberté de circulation et une mobilité un peu plus fluide et de réduire les formalismes, a justifié le président Macron, assurant que cette disposition vise à simplifier la vie des Ivoiriens qui ont une activité professionnelle, une stabilité qui suppose des échanges plus fluides entre les deux pays. Décidément, c'était le récit de Lise Bivigou. Et pour la sécurité des 5000 participants à ce sommet immense qui a réuni beaucoup plus de personnes à Abidjan, eh bien les conditions de sécurité ont été drastiques. Des milliers de policiers ont été mobilisés pour parer à toute éventualité. Ici, on retrouve Georges Aboké pour les précisions. Toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour la bonne tenue des travaux du sommet. Le dispositif mis en place à Cocody, le quartier des ambassadeurs qui abrite les travaux et la grande partie des participants, notamment les chefs d'État et de gouvernement, est impressionnant. L'attaque à la grenade d'un véhicule de l'armée française lundi à Ouagadougou avant l'arrivée du président Macron
par 2 individus encagoulés est un signal pour redoubler de vigilance. Ce sont près de 15 000 policiers, gendarmes et militaires qui sont mobilisés avec un déploiement de forces spéciales de Port-Bouet, commune où se trouve l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, à Cocody en passant par Koumassi, Marcory, Treichville ou Adjamé, policiers et gendarmes veillent au grain de jour comme de nuit. Rien n'est négligé. Tous les véhicules sont passés au peigne fin à partir de fouilles systématiques et les patrouilles pédestres se sont multipliées. Par ailleurs, un plan de circulation couvrant la période du 27 novembre au 1er décembre a été rendu public par la police et aucun stationnement ni encombrement sur les grandes voies ne sont permis à qui que ce soit. Sans oublier que de nouveaux matériels de haute sécurité sont disponibles pour la sécurisation du sommet et des délégations participantes. Les grands hôtels de la capitale économique et ceux de la ville balnéaire de Grand Bassam à 30 km au sud-est d'Abidjan qui accueillent certaines délégations officielles ne sont pas en reste. Outre les agents de sécurité privés, les gendarmes et policiers sont bien visibles aux alentours de ces complexes pour garantir la sécurité et la tranquillité des délégations. Même les villes de Yamoussoukro à 270 km d'Abidjan et de Bouaké à 400 km où des délégations ont atterri avant de regagner la capitale économique ivoirienne sont prises dans ce dispositif sécuritaire. Ce jeudi est un jour de Gamou au Sénégal et dans de nombreux pays musulmans. Le Gamou marque la célébration de la naissance du prophète Mohammed, un Gamou qui est célébré depuis plus d'un siècle maintenant à Tivaouane. Et les membres de la communauté tidiane se sont réunis à Libreville au Gabon également, où il a été donc procédé à la prière en commun de la mi-journée avant ce soir que le Coran soit lu et que des chansons à la gloire du prophète Mohammed soient également lues toute la nuit. On passe à l'actualité des sports et les Lions de la Teranga qui ont été reçus par le président de la République du Sénégal, Macky Sall. Parmi les doléances faites par les Lions au chef de l'État sénégalais, ils souhaitent obtenir des passeports diplomatiques. Rodney Ovono revient sur cette actualité. Une requête des joueurs sénégalais plutôt inattendue. Alors qu'ils étaient reçus en audience par Macky Sall il y a quelques jours, les Lions de la Teranga ont émis le souhait que le pouvoir exécutif fournisse un bus neuf à la sélection, ainsi que de parcelles de terre aux joueurs, mais également des passeports diplomatiques. Une requête qui a plutôt surpris le chef de l'État, qui a tout de même affirmé que la demande des mondialistes serait étudiée en temps opportun, tout en offrant à ces derniers, ainsi qu'à l'encadrement technique, une prime exceptionnelle de 16 millions de francs CFA. Par ailleurs, ces requêtes ont été plus ou moins commentées. Si sur la question des primes au Sénégal, on trouve normal que les joueurs soient rémunérés pour le travail accompli, par contre, la requête concernant l'attribution des parcelles de terre et l'acquisition de passeports diplomatiques passe mal. Pourtant, selon les principaux concernés, détenir des passeports diplomatiques leur permettrait d'éviter certains désagréments comme les problèmes de visa pour les joueurs qui n'ont pas la binationalité. En outre, une source indique que les doléances en relation avec l'acquisition du bus et des passeports ont de grandes chances d'aboutir. Mais en ce qui concerne la question des parcelles, l'affaire est loin d'être tranchée. Notez avant de poursuivre qu'à la fin de ce journal, l'édition spéciale consacrée au sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan va être rediffusée. Une édition spéciale à suivre sur les antennes de la Belle Radio et Télévision. Et un joueur de basket camerounais qui évolue aux États-Unis, à Houston exactement, a été fait citoyen d'honneur de la municipalité de Houston. Allons savoir pourquoi dans ce récit. Des Rockets ont été honorés mardi par le maire et le conseil municipal de la ville pour leur contribution à la ville de Houston. Une journée qui a été particulièrement émouvante pour Luc Christian Bahamouté. Le Camerounais est un serviteur de la communauté texane, mais également
Jeune conférencier motivateur qui n'hésite jamais à partager son histoire afin d'inspirer les gens à surmonter les défis de la vie et leurs rêves. Il y a quelques années, Mba Amoute avait lancé le Luc Mba Amoute Foundation, une organisation à but non lucratif mondial dédiée à inspirer les enfants à travers le monde à croire en eux-mêmes et les nombreuses opportunités pour leur avenir, malgré les épreuves de la vie et les tribulations. Des initiatives qui ont poussé les autorités à lui consacrer la journée du 28 novembre 2017. Désormais, cette date sera le Luc Mba Amoute 28 November Day. La ville de Houston félicite et apprécie notamment Luc Mba Amoute pour son service, son impact sur la jeunesse en tant que véritable modèle et en améliorant les communautés grâce à son don de cœur. On est à quelques jours du mondial de handball qui va se dérouler en Allemagne et les Angolaises, les dames, les Palancas Negras se sont inclinées devant la France en match de préparation. L'équipe d'Angola féminine de handball a souffert face à son homologue français. Les Palancas Negras n'ont pu contrer la force offensive de leurs adversaires. Les champions d'Afrique 2016 se sont inclinés à Metz face à la France sur le score de 30-18. Une défaite tout de même inquiétante pour les Angolaises à quelques jours du mondial en Allemagne. Pourtant, les champions d'Afrique tiennent tête aux filles d'Olivier Crumbles. À la 12e minute de jeu, elles ne sont menées que de 3 buts, 8-5. Elles vont garder cet écart, mais très maladroites sur les jets de 7 mètres. Elles ratent 3 occasions pouvant leur permettre de recoller au score. Les Françaises finissent par prendre de l'avance 12-7 avant la demi-heure de jeu. La seconde période ne change pas la donne et l'écart augmente. Malgré l'adresse de Kazanga et Kamalandoua, les Angolaises peinent. À la 38e, les Françaises mènent même de 10 buts. Le plus grand écart de la partie. Le match semble plié pour des Angolaises qui ne marqueront que 8 petits buts de plus. Les Palancas Negras perdent de 12 points, mais auront l'occasion de prendre leur revanche dimanche, puisque les Africaines retrouveront les Françaises avec qui elles partagent le même groupe dans ce mondial. Et puis un autre rendez-vous sur la belle radio et télévision demain à partir de 15h30 heure de Libreville. Le tirage au sort en direct du mondial de football Russie 2018. À ne surtout pas manquer. Et nous allons encore vous demander de rester sur vos positions pour suivre juste après la rediffusion de l'édition spéciale, du plateau spécial consacré au sommet Union africaine, Union européenne qui s'est terminé aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis et de rester en notre compagnie et surtout de ne jamais désespérer de l'Afrique, car l'Afrique est la mamelle du monde.